les conditions de vie à Manzangoungou n'étaient pas bonnes. Alors les gens ont préféré regagner Brazzaville. Parce qu'il y avait aussi l'acharnement du pouvoir en place. Il y a des gens qui quittaient Brazzaville, qui venaient intimider les gens qui étaient à Manzangoungou. Alors, vu cela, ils se sont obligés de regagner Brazzaville. Ils ont regagné Brazzaville en cours de chemin. Ils ont été tués au de Brazzaville en séparant les hommes et femmes, mis dans un conteneur soudé et jetés dans le feu. Alors, quand nous avons appris cela, ça nous a donné la peur de regagner Brazzaville. C'était en 99. 99, et oui. Ces gens-là ont été plongés dans le fleuve, ils étaient tués et jetés dans le fleuve. Et nous qui étions restés ici, on a eu peur de repartir encore parce que ceux qui nous ont précédés, tous, ils étaient morts. L'affaire de disparus du but. On était avec nous ici, il y a des gens qui sont témoins. Nous sommes témoins de cette affaire parce que nous connaissons des gens avec qui on était ensemble, qui sont partis, bien, ils ne se retrouvent plus aujourd'hui en vie. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être avec nous sur TLR TV et bienvenue dans ce numéro de Droit de Savoir. Cap sur Manzangoungou en RDC, où nous allons retrouver nos compatriotes congolais de Brazzaville qui ont trouvé refuge dans cette localité depuis 1999. Plus de 20 ans après, ils sont dans une situation plus que précaire, pratiquement abandonnés à leur triste sort. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, surtout pour la première fois sur TLR TV. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour Emmanuel et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, oui, ça a l'air d'aller. Évidemment, aujourd'hui, vous êtes notre invité. Vous êtes à Manzangoungou en RDC, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Depuis quand êtes-vous en RDC? Nous sommes en RDC depuis 1999. Depuis 1999 que vous êtes en RDC, à Manzangoungou directement, ou bien vous êtes passé d'abord quelque part avant d'arriver à Manzangoungou? Nous sommes passés par la frontière Yamba, Lukozi et enfin nous sommes arrivés en bas. C'est pour le tourisme ou bien quoi? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Ah ok, bon, ce qui nous avait poussé à être actuellement en République démocratique du Congo, c'était la guerre qui était éclatée au Congo-Brazzaville. Entre 97 et 98, il y a eu une guerre qui s'est éclatée au Congo-Brazzaville et cette guerre était dans la zone sud du Congo-Brazzaville, dont nous étions, et dans le département du Koul, là où la majorité de nos compatriotes sont ressortissants aussi. Et cette guerre nous a contraints de quitter le Congo-Brazzaville parce que nos vies étaient menacées et on était dans des situations de péril. Nous sommes vus l'impossibilité d'y rester et on était contraints de fuir le Congo-Brazzaville jusqu'à l'heure où nous sommes pour nous réfugier ici en République démocratique du Congo. J'imagine qu'en ce temps-là, vous étiez encore très jeune. Quel âge avez-vous en 1999? En ce temps-là, moi, j'avais 10 ans. 10 ans. Donc, vous êtes parti là-bas avec vos parents, c'est ça? Tout à fait. Alors, vous êtes arrivé donc en RDC. Comment ça s'est passé? Après, on a pris soin de vous. Les gens vous ont accueilli sur place, c'est ça? Bon, lorsque nous sommes arrivés en RDC, il y a le HCR, les Nations Unies, qui s'est mobilisé pour nous accueillir dans les frontières et il nous a escortés dans des sites qu'il avait entrepris en République démocratique du Congo. C'est là où on fait. Et dans ces sites-là, puisqu'on était dans des situations d'urgence, on distribuait des maïs, bon, des vivres, quoi, du maïs, de l'huile et des haricots. C'est ce qu'on prenait comme nourriture pour nous maintenir. Parce qu'on avait tout perdu, tout laissé, on n'avait rien. On était juste venus sans quelque chose. Donc, celui qui nous avait pris soin et il nous a formés d'ici, c'est là où on vivait. Le gouvernement congolais avait demandé que tout le monde rentre au Congo-Brazzaville. Pourquoi vous n'êtes pas rentré avec les autres? Ok, nous, on n'était pas rentrés parce qu'on avait peur de mourir. La peur de mourir était due compte tenu de nos compatriotes qui étaient avec nous ici
qui ont tenté de regagner le Congo-Brazzaville. C'était en 99. 99, et oui. Ces gens-là ont été plongés dans le fleuve, ils étaient tués et jetés dans le fleuve. Et nous qui étions restés ici, on a eu peur de repartir encore parce que ceux qui nous ont précédés, tous, ils étaient morts. Nous nous sommes dit encore comment encore repartir dans un tel pays où l'un de nos compatriotes avec qui on a vécu ne sont plus. Alors, si nous aussi nous partons, c'est comme le mouton de Panurge. On a vu ceux qui sont précédés en péri et nous aussi on va périr. Et cette peur de mourir a fait de nous de rester ici jusqu'aujourd'hui. L'affaire de disparus du but. On était avec nous ici, il y a des gens qui sont témoins. Nous sommes témoins de cette affaire parce que nous connaissons des gens avec qui on était ensemble, qui sont partis, qui ne se retrouvent plus aujourd'hui en vie. Et cette peur nous a fait que de ne plus partir, la peur de mourir. Autrement, il y a encore un aspect qui est un aspect individuel. C'est-à-dire, lorsqu'on avait fui la guerre, il y a eu des gens qui avaient vécu des traumatismes. Par exemple, il y a eu des gens qui ont été torturés, il y a des gens qui ont été tués, violés, qui ont perdu des parents, des frères, des sœurs. Et ce traumatisme fait en nous qu'il faut repartir dans un tel pays où jusqu'aujourd'hui la hache de la guerre n'est pas encore enterrée parce que nous voyons les médias, nous suivons les informations. On ne voit pas ce qui garantit encore notre existence. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous sommes ici en train de croupir dans la misère. Alors, donc, si j'ai bien compris, vous êtes allé en RDC parce que vous avez fui la guerre, disiez-vous, en 1998 au Congo-Brazzaville. Et vous êtes arrivé là-bas, vous avez été accueilli par le HCR, c'est bien cela. Et lorsqu'on vous a demandé en 1999 de rentrer au Congo-Brazzaville, quand le gouvernement congolais, bien entendu, vous a demandé de rentrer au Congo-Brazzaville, fait curieux, c'est que les premiers, disiez-vous, qui ont précédé ont été finalement, vous avez dit tués par noyade. Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous voulez par c'est-à-dire qu'ils ont pris le bateau et le bateau a chaviré, ils sont tombés ou bien par noyade, c'est-à-dire? Des convois et ces personnes sont parties escortées par les Nations Unies, bien évidemment avec l'accord des gouvernements. C'était un accord tripartite, je peux dire. Il y avait les Nations Unies, le HCR, il y a le gouvernement de la RDC, et puis le Congo-Brazzaville. Et les gens sont partis, ils ont bien traversé. Arrivés au Congo-Brazzaville, ils ont commencé à les séparer les uns et les autres, les femmes de l'autre côté, les garçons de l'autre côté, et puis ils commençaient à les trier pour les tuer. Alors, tu as dit que les parents, donc ceux qui vous ont précédé, lorsque le gouvernement congolais a demandé que vous rentriez, ils ont été en fait tués, c'est ce que vous avez dit, massacrés. C'est-à-dire qu'ils sont repartis au Congo-Brazzaville, arrivés au beach, on a commencé à les trier, c'est ce que j'ai entendu, et on séparait donc les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et on prenait les hommes pour les emmener où, vous avez dit? On les a mis dans un conteneur et puis on les a tués. On les a jetés dans le fleuve. Donc, on les a mis dans un conteneur et puis on les a jetés dans le fleuve, c'est cela? Oui, c'est ça. Mis dans un conteneur et puis fermé, je ne sais pas s'ils ont soudé, ils ont fait quoi, et puis jetés dans le fleuve. Et vous avez eu des amis qui ont été victimes de cela, c'est-à-dire des amis qui sont morts dans cette vague-là? Oui, il y a eu des amis qui sont morts dans cette vague, des proches. Il y a eu aussi l'un dont les parents étaient restés, l'autre membre était resté ici avec. Les autres ont parti et puis ils sont péris. Donc, en un mot, ça a été comme un piège qu'on vous avait tendu lorsque le gouvernement congolais avait dit, en 1999, vous avez dit que les réfugiés pouvaient rentrer, alors qu'il y avait un accord tripartite, vous avez dit tout à l'heure, et malheureusement, ceux qui ont voulu rentrer au Congo ont été finalement attrapés, mis dans les conteneurs, fermés, sinon soudés, et puis jetés dans le fleuve. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est ce qui a fait que vous ayez peur que vous ne rentrez pas au Congo-Brazzaville. Oui, c'est ça. C'est ça qui a fait qu'on a eu peur de repartir au Congo-Brazzaville. Ça n'a pas cessé à cette situation. On a encore constaté chaque fois l'influence du pouvoir de Brazzaville vers nous parce qu'ils nous envoyaient des commandos pour venir nous détruire, nous envoyaient des ONG sous forme d'aide humanitaire dans le cadre juste pour nous duper afin qu'ils nous ramènent au Congo-Brazzaville.
pour que nous aussi nous subissons le même sort. Et cela a été répétitif. Ça fait en nous que de rester ici parce que nous constatons déjà notre existence constitue peut-être une épine au sein du pouvoir de Brazzaville. Et donc, après cette vague, donc les premiers qui avaient été finalement tués, il faut le dire comme ça, c'est-à-dire qui ont tenté de repartir sur Brazzaville, ils ont été pris par, bon, je ne sais pas s'il faut dire arrêtés, mis dans le conteneur et jetés dans le fleuve. Ensuite, vous avez dit que finalement, ils vous ont suivi jusque là dans vos sites, c'est-à-dire qu'ils envoyaient des gens déguisés en ONG, en organisation non gouvernementale, sous prétextant de vous apporter de l'aide et ils venaient vous enlever sur place, c'est cela? Il y a eu des tentatives d'enlèvement sur place. Hein, on le voyait venir tenter. Nous, on était dans un camp protégé par les Nations Unies. Voilà pourquoi on était intrigués. Nous sommes dit, bon, comment nous, dans un camp des Nations Unies, mais eux viennent de façon individuelle, sous forme de commandos, sous forme des ONG, sous forme de façon multiforme, pour tenter de nous tuer, là, je peux dire. Parce qu'ils ne venaient pas pour venir nous caresser, ils venaient pour une mission. Et tout cela a fait de nous des gens de résider ici jusqu'alors, parce que ça nous donne la peur de mourir. Ce que je viens de dire, retourner là-bas, on peut subir des choses, c'est pas des choses vraiment horribles, parce que déjà ici, nous voyons cet acharnement et fait de nous de résider ici jusqu'au jour. Alors donc, ça sera peut-être la dernière question sur ce volet. Vous avez dit que finalement, les premiers qui ont tenté de repartir sur Brazzaville ont été arrêtés et puis mis dans les conteneurs, jetés dans le fleuve Congo, et d'autres probablement qu'on est allé exécuter ailleurs. Est-ce que le HCR était au courant de tout ce qui se passait? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Lorsque la situation était passée, on a signé les convois, ils sont partis. Et par après, il y a eu un feedback que nos compatriotes qui ont regagné le pays, ils étaient tués, enfermés dans les conteneurs, jetés dans le fleuve. Et puis, on nous a essayé de nous exhorter en disant, bon, vous qui êtes restés, essayez de voir, parce que ceux qui sont partis, voilà ce qui s'est passé. Donc, soyez prudents de ce qui se passe actuellement. C'était juste ça comme conseil. Alors donc, vous êtes resté là-bas depuis 1998, vous avez dit, c'est ça, et jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2022. Comment ça se passe maintenant? Qui prend soin de vous? Vous êtes où exactement, maintenant là où nous parlons? Actuellement, toujours nous sommes en Banzangungu. On n'a plus rien comme assistance. Les gens qui devaient étudier, ils n'ont pas la possibilité d'études parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers pour financer leurs études. Les gens avec qui nous sommes, comme les parents avec qui nous avaient amenés ici, qui ont la faculté de travailler, des activités professionnelles, parce qu'il y en a eu qui ont eu des capacités de travailler, ils ne sont pas intégrés. Et si nous sommes malades, nous sommes abandonnés à notre triste sort. Une fois malade, vous mourrez. Il n'y a pas l'assistance médicale. Et puis, quand vous mourrez, il n'y a pas aussi l'assistance d'inhumation, c'est-à-dire le peu d'argent que vous voyez pour essayer d'acheter les civières pour une inhumation digne des défunts. Il n'y en a pas. Et donc, la situation actuellement démontre qu'une fois vous tombez malade, vous allez vers la mort et que vous courez à l'air libre parce que nous n'avons aucune assistance qui peuvent nous donner l'espoir de vivre actuellement. Au niveau de la nutrition, on n'a pas de possibilités pour se nourrir parce qu'on n'a pas eu, comme on dit, un coup de pouce pour nous donner un moyen d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Il n'y en a pas. On n'a pas eu cette possibilité d'avoir des moyens pour entreprendre. Alors, donc, vous êtes resté là-bas. Probablement que vous êtes un bon nombre de familles qui restaient là-bas et vous êtes en sorte abandonné à votre triste sort, comme on le dit. Et vous n'avez pas d'assistance lorsque vous êtes malade, personne ne peut prendre soin de vous, vous n'avez pas la possibilité de vous faire soigner. Et si jamais il arrivait que quelqu'un meurt, vous n'avez pas non plus les possibilités d'organiser les obsèques et la personne, disons, en fait, le corps peut pourrir à même. C'est ça, c'est ça.
Mais est-ce que est-ce que vous n'êtes pas entré en contact avec la représentation diplomatique du Congo, c'est-à-dire l'ambassade du Congo, ou je ne sais pas si c'est un consulat qui est à votre niveau là-bas? On ne peut pas rentrer en contact avec la représentation diplomatique de la République du Congo parce que d'abord, nous sommes étant réfugiés, il y a des critères de la peur de mourir. C'est le pouvoir de Brazzaville qui a fait de nous des réfugiés. Alors, comment encore rentrer en contact avec ces personnes-là? Et oui, il y a maintenant confusion. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'a pas de contact avec, pas d'assistance professionnelle, pas d'assistance d'études sur les enfants. Et il n'y a pas ni les possibilités d'intégration pour que ceux qui ont des activités, des métiers, qui puissent au moins les exercer. On n'a pas aussi des possibilités financières pour que nous-mêmes, nous puissions essayer de faire des activités génératrices de revenus pour qu'on puisse avoir quelque chose pour survivre. Donc, tout ça nous entraîne dans une pauvreté absolue qui fait de nous que les gens meurent, les gens vivent dans des conditions très difficiles, les gens, il n'y a pas même des maisons, nous vivons à la une belle étoile. Lorsque la pluie tombe, les gens sont debout parce qu'ils n'ont pas même les capacités d'échanger les petites bâches avec qui on se couvre. Donc, pour moi, c'est compliqué. Des bâches que vous avez reçues du HCR depuis quand? 2000, depuis 2000. On n'a jamais changé ça. On n'a jamais changé. Vous avez dit que vous êtes dans une situation mais vraiment précaire. Vous n'avez pas la possibilité non plus d'attraper un boulot pour survivre. Et comment vous faites pour vivre? Bon, pour vivre, tellement nous sommes dans un milieu rural, dans une campagne, nous allons chez les autochtones d'environ, on cherche des fois de coopérer avec eux pour travailler des travaux champêtres. Ils vous donnent un 3000 francs qui est au moins 1,05 $. Et c'est pas aussi quotidiennement. Donc, ils vous donnent ça. Avec ça, vous essayez d'acheter des foufous. Des fois, ils vous donnent des foufous. Vous travaillez, on vous donne juste des foufous. Tellement on fait le troc. Nous sommes dans une campagne, on peut faire des légumes, on fait un petit jardin, et puis avec ce foufou-là, on essaie de manger pour vivre, pour survivre. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'exister. Mais est-ce qu'actuellement, vous vous sentez en sécurité? Bon, la sécurité n'est pas encore garantie. La sécurité n'est pas garantie parce qu'il y a d'abord la perméabilité de la frontière, il y a la proximité aussi de la frontière, et puis rien ne nous rassure parce qu'il n'y a aucune condition qui a changé par rapport à ce qui nous a précédé, par rapport à ce que j'ai évoqué. Donc la sécurité n'est pas garantie. Alors, vous dites donc que pour vous, la sécurité n'est pas garantie, rien ne vous rassure que ce qui s'est produit ne se produira plus. Est-ce que vous avez déjà demandé la relocalisation, par exemple? On a essayé. Quand vous envoie ailleurs, au lieu de rester là où vous êtes en insécurité. Tout à fait. La délocalisation est notre souhait aussi que nous, toutefois, nous demandons au niveau des Nations Unies. Nous demandons aussi s'il y a des ONG de parrainage. Ils peuvent nous parrainer, nous sommes là. Mais au niveau du HCR, nous avons entrepris une démarche de la réinstallation. Malgré cette démarche a été sélective. Or que nous avons tous une même cause, qui est la persécution. Et on a notre bonne surprise, on a constaté qu'on a fait une sélection sur une partie et laissé une partie. Et cette partie qui est laissée, c'est abandonné à leur triste sort. C'est ça aussi qui cause problème. Mais ceux qui sont sélectionnés, juste un peu qu'on avait essayé d'installer dans notre pays, grand nombre était resté. Ils disent que non, ils sont en train de continuer le processus. Donc, nous attendons voir. Malheureusement, il y a aussi des gens qu'on a dit que vous, non, vous n'allez pas parce que, et nous, ça nous inquiète. Nous demandons des ONG de nous venir en aide, nous parrainer pour qu'au moins tous nous soyons délocalisés de ce pour que nous essayons d'espérer une nouvelle vie et vivre. Et vous pouvez être au nombre de combien là-bas, des Congolais de Brazzaville? Nous sommes au nombre de 600 personnes. 600 personnes. Et actuellement, vous êtes toujours en contact avec le HCR? Oui, le HCR est là, lui qui nous garantit le statut. Parce que sans le statut, bon, on devait peut-être aussi subir d'autres atrocités. Mais c'est le statut du HCR qui garantit aussi notre sécurité. Oui, mais normalement, ce statut devrait vous permettre de vous soigner dans les hôpitaux de la place, normalement.
C'est ça actuellement qui nous intrigue. Donc, nous avons constaté que le pouvoir de Brazzaville peut-être a aussi influencé les autorités du ACER. Parce qu'on a coupé des assistances de façon unilatérale, sans pourtant qu'il y ait des notifications. Pendant ce temps, les Nations Unies, une grande administration, fait des choses moyennant par la voie administrative, des notifications avec des raisons précises. Mais chez nous, on a constaté des arrêts de toutes ces assistances-là sans notification, sans raison et de façon unilatérale. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Emmanuel, peut-être que vous avez un mot à dire, un message à passer à l'endroit de qui exactement? C'est le moment. Oui, j'ai toujours un message à passer, mais il y a aussi un frère compatriote qui peut aussi ajouter quelque chose parce que je ne suis pas seul. Ok. Mais qu'il vienne donc. Et vous, c'est qui? Comment vous appelez? C'est Arnaud, c'est ça? Moi, c'est M. Armand Lemvo. Armand Lemvo, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes en Mbanza-Ngungu en RDC, c'est cela? Oui, moi aussi, je suis à Mbanza-Ngungu en RDC. Je fais partie des compatriotes qui ont fui les hostilités à Brazzaville en 90. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez quitté le Congo pour aller d'abord en RDC et puis vous retrouver à Mbanza-Ngungu? Bon, moi, par exemple, j'ai quitté le 18 décembre 98 parce qu'il y avait des hostilités. Alors, l'insécurité qui a eu lieu ne m'a pas permis de rester à Brazzaville. Alors, j'ai pris le chemin d'exil en marchant à pied jusqu'à atteindre la frontière terrestre, notamment à Louosi. C'est là où je suis rentré en RDC. Donc, j'ai fait pratiquement 8 mois pendant la guerre, 8 mois de séjour avant d'arriver en RDC en juillet 99. C'était comme ça. Et j'imagine que vous étiez aussi très jeune en ce temps-là. Oui, j'avais 24 ans, j'étais très jeune, j'avais 24 ans. Mais il y a eu deux frontières. Il y a eu une frontière fluviale et une frontière terrestre. Il y a ceux qui sont rentrés par le fleuve et nous avons prêté la voie terrestre pour Louosi. Avant d'atteindre Mbanza-Ngungu, il y avait plusieurs sites qui étaient à l'époque, avant d'avoir à nous accumuler. Alors, vous êtes donc arrivé en RDC. Après, vous avez été accueilli par qui, vous? Toujours par le ACER? Nous avons été accueillis par le ACER à l'époque, le Haut Commissariat. Ils nous ont fait des pages, ils nous ont donné des vivres. À cette époque, on était en phase d'urgence. Donc, il y a eu l'urgence, ils ont traité ceux qui étaient malades, qui présentaient des signes de malnutrition, de malaria sévère. Alors, d'autres sont morts, nous avons survécu. Et c'était comme ça. Donc, et pourquoi vous n'êtes pas rentré? Pourquoi avec les autres? Bon, il y a la raison capitale, c'est parce que nous sommes des témoins gênants de l'événement qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont rentrés en 1999 au Brazzaville, qui ont été tués au fleuve. Alors, voilà pourquoi nous, cette cause, alors nous ne voulons pas. Pardon, Armand. Les gens qui ont été tués, pouvez-vous donner un peu de détails sur ça? Bon, les gens, à l'époque, quand nous sommes arrivés en 99, alors il n'y avait pas assez de vivres à l'époque. Alors les Congolais, les conditions de vie à Mbanza-Ngungu n'étaient pas bonnes. Alors les gens ont préféré regagner Brazzaville parce qu'il y avait aussi l'acharnement du pouvoir en place. Il y a des gens qui quittaient Brazzaville qui venaient intimider les gens qui étaient à Mbanza-Ngungu. Alors, vu cela, ils se sont obligés de regagner Brazzaville. Ils ont regagné Brazzaville en cours de chemin. Ils ont été tués au de Brazzaville en séparant les hommes et femmes, mis dans un conteneur soudé et jetés dans le feu. Alors, quand nous avons appris cela, ça nous a donné la peur de regagner Brazzaville. Voilà pourquoi maintenant, après le ACER, parce qu'on a accusé le ACER qui était responsable de cela, le ACER a nié, le gouvernement a nié. Donc, c'était la volonté des réfugiés eux-mêmes qui voulaient rentrer. Alors, voilà pourquoi le ACER a changé la politique de rentrer à Brazzaville. Si vous voulez rentrer, vous devrez signer un document qu'on appelle la bonne foi. C'est-à-dire un document qui dit ceci: je m'engage de gagner Brazzaville, sachant que mon pays n'a pas encore retrouvé la paix véritable. Le ACER assurera le transport du BIT de la RDC jusqu'au Congo-Brazzaville. Ce qui m'arrivera me regarde. C'est maintenant le document qu'on nous donne à signer pour regagner Brazzaville. Parce que. Pardon, Armand. Ça, c'est le document que le ACR vous a demandé de signer.
quand vous voulez rentrer à Brazzaville, parce que maintenant, Oui. pour rentrer à Brazzaville, le retour est volontaire. Et vous devrez signer ce document-là, qu'on appelle le document de bonne foi. Donc, le ACR se désengage. Ce qui va vous arriver à Brazzaville, ça vous regarde. Donc, c'est le document qu'on fait signer par rapport à ce qui s'est passé dans les années antérieures. Il y avait aussi l'engagement du gouvernement congolais qui, en fait, s'était engagé de sorte que les réfugiés qui étaient en RDC pouvaient rentrer à Brazzaville en toute sécurité. Il y avait cet engagement aussi. Il s'était engagé. Le gouvernement du Congo-Brazzaville, Congo de la RDC s'était engagé, mais ils se sont limités au beach. Ils ne pouvaient pas traverser, assurer la sécurité des réfugiés de l'autre rive. C'était ça. Ils se limitaient au beach du Congo de la RDC. De l'autre côté, c'était le gouvernement du Congo-Brazzaville qui s'était engagé de faire la sécurité, mais qui n'a pas été fait, puisque après les gens ont crevé. C'était ça. Alors, de chaque côté, on nie ces faits. On nie le fait. Alors que voilà. Les gens ont été bel et bien tués, c'est cela. Oui, il y a eu même l'acharnement. En 2002, il y a eu une ONG qui est arrivée ici pour démentir cette situation. Ils ont voulu créer, trouver, corrompre quelques réfugiés pour dire que ceux qui étaient morts, parce que la liste était sortie. Je connais un certain nombre qui était mort. On a eu un réfugié corrompu chez nous pour déclarer qu'il n'était pas tué. Il voulait prendre le nom de beaucoup. Mais cette ONG-là a été décédée par le gouvernement de la RDC. Ils ont été mis en prison à Kinshasa. C'était pour masquer cette situation. Donc, il y a une ONG qui est arrivée, qui est venue vous visiter pour chercher les personnes qui pouvaient accepter, par exemple, substituer leur identité à ceux qui sont morts pour dire que finalement, ils sont encore vivants. C'est cela? Oui, c'était ça. Ça a été décelé. Ils ont été arrêtés. J'étais avec Emmanuel qui nous a expliqué un peu les conditions dans lesquelles vous vivez actuellement, qui sont des conditions très précaires d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un autre message, par exemple? Il y a quelque chose de particulier que vous allez nous partager, que Emmanuel probablement a oublié? Bon, peut-être appuyer seulement ce qu'il a dit. Les droits fondamentaux, notamment la santé, l'alimentation, l'éducation, que le HCR n'est plus, bon, rien n'est assuré. Mais ici, la RDC a un taux de chômage très élevé. Donc, nous vivons moins d'$1 par jour, donc la vie n'est pas meilleure. Donc, nous survivons. Tout est difficile en RDC. Le HCR a tenté de financer, par exemple, les activités génératrices de revenus, en donnant quelque chose, mais ils n'ont pas aidé tous les réfugiés. C'est quelques familles seulement qui ont arrêté les positions. C'est ce qui se fait en RDC. Donc, on ne sait pas s'ils sont influencés par les pouvoirs en place ou bien c'est leur politique. Donc, ici, le HCR peut l'activité et l'activité prend fin en cours de chemin. Donc, on voulait être aidé pour se débrouiller, financer certains budgets, mais c'est quelques familles, au moins 10 familles seulement sur 200 familles, avaient reçu quelque chose. Et le contrat était annulé. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe au niveau du HCR, étant donné que les décisions au niveau du HCR sont toujours unilatérales. Ils prennent des décisions et ils imposent. Nous, on exécute. Donc, on n'a pas vraiment des gens plaidés qui peuvent notre cause au niveau du HCR. Donc, tout est difficile. Nous survivons. C'est difficile. Oui, vous survivez. Alors, et maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez, que proposez-vous par exemple? Que souhaitez-vous que l'on fasse pour vous? C'est exactement ce que nous écoutons. C'est quitter la RDC pour mieux vivre. Ok, ma préoccupation, c'est de lancer un SOS à vous qui êtes là, la voix des sans-voix, pour que vous essayez de nous trouver des possibilités, soit de financières, pour que nous ayons la capacité au moins de prendre soin à nos santé, entreprendre des activités professionnelles, c'est-à-dire les gens peuvent prendre des métiers professionnels, et puis chercher nous des agences de parrainage, des associations qui peuvent nous parrainer pour qu'on puisse être délocalisés de la RDC dans un autre pays pour des raisons de sécurité et puis des raisons de proximité. Parce que j'ai bien entendu, cela ne nous rassure pas. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Emmanuel, merci Armand d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir fait montre de courage. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.
Comme d'habitude, la prière, vous la connaissez. Likez, partagez et abonnez-vous surtout pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur TLR TV. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.